Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Shop des Titans. Nous sommes de nouveau avec Victor et Laura de Cozy. 2 mots pour vous présenter seulement. Marketing. Agence. Très bien. Eh ben let's go. 2e épisode de la foulée. On va rajouter SEO, moi, perso. SEO, c'est... Mais ça va être dans le titre de l'épisode. 2e épisode du coup tourné à la suite. On va parler maintenant des 6 indispensables SEO structurels sur une page. Premier sujet, premier topic, et quel grand topic, les balises heading, donc les titres sur les sites. Quelle est l'importance d'une balise heading et comment est-ce qu'on le structure sur une page, notamment e-commerce? Laura, je te laisse l'honneur de parler des La balises headings. feignasse. Alors, les balises headings sont en effet les titres et les sous-titres. Ça va de H1, le titre principal, qui en théorie est censé être unique, jusqu'au H6, même s'il est communément accepté qu'on ne va que jusqu'au H4. Sous-entendu, si tu as besoin d'aller jusqu'au H6, c'est que tu as mal fait ton taf avant. Donc ça, c'est pour la partie un peu technique quand on ouvre le code source. Les balises headings, est-ce que c'est important? Oui. C'est un des principaux critères de référencement on-site, on-page, donc sur la page. On doit y trouver évidemment des mots-clés, mais on doit surtout y trouver de la sémantique, donc du champ lexical, des synonymes, des mots de l'univers sémantique du mot-clé que l'on vise. Et généralement, si je prends l'exemple des pages collection et des pages produits, sur une page collection, le titre H1 est en haut. Et malheureusement, comme le SEO est relégué en bas d'une page, on va trouver les titres H2, H3 plutôt en bas de la page et ça va entourer le contenu. Et puis sur une fiche produit, le titre du produit porte le titre H1 et le titre de chaque bloc ou chaque rubrique va être le titre H2, voire H3 si on descend. Je rebondis sur un élément que tu avais dit au précédent épisode, Victor. Tu parlais de longue traîne. Est-ce qu'il faut du coup se dire que forcément dans les structures de titres, le H3 doit être en quelque sorte la longue traîne du H1 de ta page? Ouais, tout à fait. Souvent, on part du mot-clé le plus générique par rapport à la page, évidemment, et le mot-clé qu'on vise. Et les H2, les H3 vont être souvent des mots-clés de plus longue traîne, liés évidemment au H1. Donc, on va avoir une structure de page, un peu comme dans un livre. On a le titre du livre et les chapitres, sous-chapitres avec le balisage HN. Et j'avais une question par rapport à ça aussi, pour entrer un peu plus dans la précision sur cette balise titre. Est-ce que multiplier ces balises sur une page, en partant du principe que tu n'es pas fait n'importe quoi et qu'elles sont toutes uniques et qu'elles respectent une certaine cohérence, est-ce que multiplier ces H1, ces H2, ces H3 permet de pousser plus des pages ou la quantité de contenu et a fortiori la quantité de balises titres n'a pas d'importance à partir du moment où ta page est cohérente? Je sais pas si on répond la même chose. Non, ça sert à rien de les multiplier. Néanmoins, comme Google a, ça devait être il y a 2 ans, créé Google Passages. Google Passages, c'est un algo qui lui permet d'extraire des passages pour afficher les positions 0, donc la réponse directement sous le texte. Sous la barre de recherche. Un contenu très bien structuré avec beaucoup de H1, H2 va aider à apparaître là-dedans. Je vous donne un exemple. Le meilleur exemple, c'est définition. Définition référencement naturel. Je te conseille de faire un paragraphe dédié à la définition référencement naturel avec un titre marqué définition référencement naturel. Et donc ça crée aussi des biais chez les SEO à vouloir quand même pas mal scinder en paragraphes. Et en plus, pour le coup, c'est vachement plus lisible pour l'internaute parce que je le rappelle au cas où ceux qui nous écoutent ne sont pas au courant mais comme les gens le savent, personne ne lit un contenu en entier, on scanne les titres. Donc les titres ont un vrai intérêt pour raconter une histoire, faire progresser l'internaute dans la page. Et je rajoute une chose aussi, c'est que les internautes lisent des passages d'un contenu, mais Google lit aussi une partie du contenu. Il a un nombre de tokens total qu'il peut allouer à chaque page. Je crois que c'est quelque chose comme 4000, alors j'ai plus le chiffre exact, mais ça veut dire que si on fait des pages à rallonge, finalement il n'ira pas voir la fin. Donc ça sert à rien de mettre des tartines de contenu pour mettre des tartines de contenu. Il faut être cohérent avec la requête visée. Si le sujet doit être traité en 3 lignes, il faut traiter le sujet en 3 lignes. Ok, donc en fait, ce que tu es en train d'expliquer, c'est que Google, il a une attention qu'il peut donner à chaque page maximum, et à partir du moment où tu le dépasses, il va prendre certains éléments, mais pas d'autres. Donc ça sert à rien. S'il te donne, je sais pas, il a une capacité de
t'attribuer 10 000 mots par page. Si t'en fais 30 000, bah, t'en auras toujours que 10 000. Et ce sera pas forcément cohérent parce qu'il va aller en chercher des morceaux par-ci par-là et pas forcément les 10 000 premiers d'ailleurs. Exactement. Enfin, d'après ce que Puis c'est comme un internaute. Est-ce que tu as vraiment envie de lire 10 000 mots? Bah non. je lis énormément. Google peut être ennuyé aussi, du coup. On enchaîne sur le deuxième point, si ça vous va. Donc là, on a parlé des headings, des titres. Un sujet autour des images optimisées, ce qu'on évoquait un petit peu tout à l'heure ensemble, off caméra. Il faudrait optimiser ces images. Quelles sont les optimisations d'images pour le SEO notamment? Alors, pour moi, la plus grosse optimisation, c'est d'avoir des images uniques et de ne pas prendre des images qui sont sur des banques d'images. Et ça paraît très cohérent quand on y pense parce que Google a aucun intérêt de positionner dans son moteur d'images 75 mêmes images. Donc, si on fait une recherche et qu'on cherche un pull rose, il ne va pas nous présenter 75 fois le pull rose. Donc, c'est hyper important pour tous les e-commerçants, notamment, d'avoir des images uniques. Et notamment si vous envoyez des flux de produits à d'autres commerçants qui pourraient revendre vos produits, je vous conseille de leur donner des images qui sont uniques pour eux, mais qui ne sont pas la même que vous sur votre shop pour ne pas vous pénaliser. Donc il y a le fait d'avoir des images uniques, le fait d'avoir des images optimisées en termes de poids et de taille pour alléger le parcours de l'utilisateur sur votre site. Et le fait de rajouter un attribut alt qui sert à la fois pour l'accessibilité pour les personnes non-voyantes, mais aussi pour Google pour qu'ils puissent comprendre l'image. Ça, c'est le truc qu'on apprend. Tous les points là, c'est en effet des choses assez classiques, même en SEO. On a un peu conscience de ça, du poids de l'image, etc. Mais par contre, ce que tu as raconté sur les images uniques, c'est méga intéressant. On ne savait pas trop, enfin, on n'avait pas conscience en tout cas. Et l'exemple que tu donnais tout à l'heure, Laura, hors caméra, tout à l'heure aussi, c'était que si par exemple tu fais une page qui recense les 10 top sellers de chez Amazon, tu récupères les images d'Amazon, mais en fait tu n'as quasiment aucune chance de bien faire ranker ta page parce qu'Amazon est tellement plus puissant et que son image est considérée comme étant la principale, entre guillemets. Et t'es pas du tout bien référencé. Et le deuxième point, pour rebondir toujours là-dessus, c'est sur les PIM qui gèrent. Donc les PIM, pour expliquer, c'est des espèces de logiciels qui gèrent des bases de données pour les envoyer à des clients qui vont redistribuer vos produits. Et donc généralement, on leur envoie des descriptions de produits qui peuvent être différentes d'une plateforme à une autre. Et j'imagine que ça permet aussi d'envoyer des images qui peuvent être différenciantes. La majorité des marques, sans doute, ont des images communes. J'imagine que là, c'est l'occasion de se servir de ces PIM pour envoyer des images différentes sur ces distributeurs. Donc, Cdiscount, Amazon, Pixmania. Je dis Pixmania, je suis vraiment un boomer. Oh la vache. Je sais pas si ça existe. Mais en tout cas, voilà. Donc, si jamais vous avez ce genre de système, ce qu'on comprend, c'est qu'il faut vraiment aller envoyer des images différentes. Ouais. Aujourd'hui, avec l'IA, on est en capacité aussi de générer des images peut-être plus rapidement. Petit tips aussi, c'est de pouvoir rajouter le logo, un filigrane au-dessus de l'image, quelque chose qui rendra l'image finalement unique. Donc, si vous avez une image de votre produit, rajouter quelque chose au-dessus de l'image la rendra unique par rapport à votre image de base, quoi. Là où même historiquement, nous on avait un peu cette habitude pour brander aussi un peu plus certains produits, si tu es revendeur, etc., de venir intégrer une image, mais dessus en fait. Et en fait, l'idée c'est vraiment de venir superposer des trucs et que tout ça ne représente qu'une seule image pour l'unicité de la photo, quoi. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres points sur les images? On enchaîne? On enchaîne. Eh bien, on enchaîne. Et bien, troisième point sur le fil d'Ariane. Donc fil d'Ariane ou breadcrumb, beaucoup d'anglicismes dans la vidéo. On peut commencer par une définition. Qu'est-ce qu'un fil d'Ariane? Tu veux t'y coller? C'est toi définition chiante alors. Ouais, Elle est meilleure pour moi sur les définitions. Le fil d'Ariane, c'est ce petit maillon qu'on peut retrouver en haut de la page ou en haut de la page qui va reproduire l'arborescence d'une page. Donc souvent, ça commence à l'accueil, après on voit le nom de la collection et puis ensuite le nom du produit. L'avantage du fil d'Ariane, c'est qu'il y a en effet, on parlait de breadcrumb, il y a une balise sémantique. On va en parler tout à l'heure, mais il y a une balise sémantique dédiée qui permet de dire à tous les moteurs de recherche « ceci est un fil d'Ariane ». C'est pas parce que tu as un fil d'Ariane que tu es mieux référencé. Par contre, si tu as un fil d'Ariane, Google comprend beaucoup mieux la structure de ton site et du coup va plus facilement pousser certaines pages parce qu'il sait où elles sont placées. Et en plus, c'est des liens structurels qui sont posés. Et les liens, ça aide au référencement. Donc, c'est aussi un moyen d'optimiser le maillage interne de ton site. Donc, c'est un peu un incontournable. Qu'il soit en haut ou en bas, moi, j'ai tendance à dire on s'en fiche. On a les deux et ça n'a pas d'impact.
Honnêtement, quand tu regardes des heatmaps, c'est pas très utilisé. Donc, nous, on a plutôt tendance à le mettre en bas. Mais à l'inverse, tu prends le Leroy Merlin, par exemple, je sais pas s'ils l'ont encore, mais eux, ils l'ont carrément utilisé comme outil de navigation parce qu'ils ont tellement de catégories que c'est un vrai moyen de te retrouver sur le site. C'est un bon cas d'exemple. C'est ça qu'on a l'habitude de mettre ça en haut aussi des photos, dans un petit peu retour à la page d'accueil pour éviter de cliquer sur précédent sur ton navigateur. La question que j'ai là-dessus, c'est à quelle amplitude vous considérez justement qu'un fil d'Ariane a un intérêt ? On parlait des titres où on peut aller jusqu'à 6 niveaux. Est-ce qu'un fil d'Ariane, c'est intéressant d'aller à 6 niveaux de profondeur pour catégoriser les produits ? Alors, d'un point de vue technique et pour Google et pour le SEO, oui, il faut représenter tous les niveaux qui sont dans l'arborescence parce que pour Google, ça va représenter l'architecture du site. Donc c'est important de l'avoir et aujourd'hui, avec du CSS ou des sliders sur le fil d'Ariane, on peut rendre la navigation assez facile. Et de toute façon, je pense qu'un internaute, quand il est dans une fiche produit et qu'il a besoin de remonter, il va d'abord remonter à la catégorie précédente pour ensuite remonter à la catégorie précédente. Encore une fois, d'après les tests qu'on a pu faire, il n'y a pas énormément de clics sur ces fils d'Ariane, que ce soit en haut, en bas. En plus, aujourd'hui, on est sur mobile beaucoup. Ouais. On a plutôt des boutons retour à la page précédente qui sont plus utilisés et qui sont plus utiles. Et aussi, ce qu'on met aussi pas mal en UI, en UX, des liens aussi sur les sous-catégories ou catégories parentes, plutôt des visuels, des images, des trucs un peu plus parlants avec des images là-dessus. Quatrième point, sur l'optimisation des contenus texte. Donc on a fait un précédent épisode où on a parlé justement de comment est-ce qu'on optimise le contenu d'une page collection. De manière générale, un contenu texte, comment est-ce qu'on vient chercher à l'optimiser ? À toi de répondre cette fois-ci. Là, c'est à moi de m'y coller. J'attendais qu'il me regarde et je dis non, là, je ne l'ai même pas regardé, je savais que c'était à moi de répondre. Ça va vraiment dépendre de la page cible. Donc, si on est sur une page de catégorie ou une page produit, on n'aura évidemment pas le même contenu à produire. Et ça va dépendre de l'intention de recherche de l'internaute. Donc, si on prend par exemple le cas d'une page de catégorie, l'idée, c'est de pouvoir avoir différents types de contenus en fonction des questions plutôt que se pose l'internaute pour pouvoir l'aider dans son acte d'achat. Quelqu'un qui veut une affiche de voyage à Nantes va tomber sur une catégorie affiche voyage et on va essayer de l'orienter vers la catégorie Nantes. Une fois qu'il sera sur la catégorie Nantes, on va pouvoir lui proposer un contenu souvent d'accueil où on aura directement le mot-clé affiche Nantes. Ça, c'est un indispensable en SEO pour pouvoir ranker sur affiche Nantes. Mais ensuite, on va avoir plutôt des contenus qui sont pour l'utilisateur et qui vont répondre à ces questions sur la livraison, sur le package, sur comment il va le recevoir, dans quel délai il va le recevoir. Et c'est plutôt à ces questions-là qu'on va essayer de répondre à travers du texte ou à travers des tableaux, à travers différents formats qui peuvent mieux marcher. Ça peut même être de l'image ou de la vidéo. Et donc l'idée, c'est d'y répondre comme ça. Donc le contenu, c'est pas forcément que du texte, justement. Ok. Point suivant sur les avis ou les reviews, pour employer encore un nouvel anglicisme. On en voit partout, on voit que c'est réutilisé. À quel point c'est impactant en SEO ? Alors, à mon sens, notamment sur des e-commerce, c'est ultra impactant. Et je vais laisser Laura donner quelques exemples. Notamment, je pense à un site qui s'appelle Ocarat, si ça te parle. Arrêtez de dire Ocarat, oui. Oui, et puis même l'argot, je vais réussir à faire ma phrase. À partir du moment où on met des avis sur la page gagne des positions, tout simplement. Parce que c'est un critère indispensable dans le e-commerce. Quand bien même les avis, c'est le galvaudé, il y a des faux avis, oui, mais en fait, on les lit tous. Et surtout, c'est ce que Google attend. Et on le voit d'ailleurs parce que dans ses résultats, il affiche les fameux snippets avec les avis. Donc, c'est qu'il estime que c'est important s'il continue de les afficher parce qu'il a sûrement fait plein de tests qui montrent que les gens cliquent plus quand il y a des avis. Donc, indispensable. On peut spammer et je trouve qu'il est plus flexible là-dessus. Qu'est-ce que j'entends par là ? La théorie dit, si j'ai une fiche produit, les avis ne doivent parler que de cette fiche produit. Tu n'as pas tout le temps cette quantité d'avis. Donc, généralement, tu mets les avis de la catégorie ou les avis sur le marchand. C'est pas hyper propre, mais ça passe. Moi, il y a très longtemps, je m'étais pris une pénalité parce qu'on avait mis en footer les avis sur toutes les pages. C'était pas un site e-commerce. Je pense qu'il est plus cool là-dessus désormais parce qu'il voit que c'est indispensable
Et quand tu as 10 000 références produits, bah oui, tu n'as pas 50 000 avis avec 5 produits sur chaque avis. Donc indispensable sur la fiche produit, indispensable sur la page catégorie. Essayez de les faire varier pour ne pas retrouver tout le temps les mêmes, évidemment. Si vous en avez beaucoup, et scindez par soit sémantique, soit type de produit. Voilà. Je rajoute un élément, je te Vas-y. coupe, mais il y a un élément qui est aussi important, c'est la sémantique des avis qu'ont pu donner les internautes. Si vous avez des avis à rallonge ou des avis sur lesquels on a des mots-clés qui ressortent, qui n'ont pas du tout la même sémantique qu'on devrait retrouver sur la page, ça peut dégrader la qualité de la page. Donc il faut faire attention aux avis qu'on affiche aussi directement sur sa fiche produit ou sur ses pages de catégorie, parce que ça peut jouer sur le référencement, quoi. Les avis négatifs aussi, un truc qui Les dit avis votre produit négatifs. est vraiment pourri, ça, Je ça sais va pas, aider. je crois pas. J'ai envie de croire que les avis négatifs crois impactent négativement une page en SEO aussi. La note générale doit avoir un impact sur le ranking. Je pense, ouais. Mais moi j'avais pas sûr. lu que c'était surtout le nombre d'avis qui impactait plus que. Il y a le nombre, mais une c'est note plus globale. la sémantique, parce que finalement, si on affiche 45 avis en HTML avec le texte, finalement, ça va représenter quasiment tout le contenu de la page. Et là, ça peut avoir un impact sur l'essence même du contenu qu'on a présenté à Google pour cette page-là, quoi. J'ai 2 questions. Première question assez simple, c'est sur les avis, est-ce qu'il y a une structure technique spécifique à voir sur ces avis, c'est-à-dire définir que c'est un avis comme on l'aurait pour un H1, H2, H3, etc. Ou est-ce que c'est des balises texte classiques? Est-ce qu'il y a vraiment une structure spécifique? Et ma deuxième question, ça concerne les sites premium qui ne souhaitent pas forcément mettre d'avis. Donc par exemple des vêtements haut de gamme, des robes à 400 ou 500 euros. Ils disent non, moi je veux pas d'avis. Pour autant, ils font quand même pas mal de ventes. On a certains clients qui sont dans ce cas-là. Est-ce que clairement ils font une énorme erreur et est-ce qu'il y a une alternative à ça, selon vous? Alors, je réponds à la première, tu réponds C'est à la vrai qu'il deuxième. allait dire ça, vas-y. Pour la première, on a effectivement des balises et des schémas qui peuvent être utilisés, aggregate rating et review en microdonnées, qui nous permettent de baliser à la fois la note de l'avis et à la fois les différents avis qui ont été donnés par les utilisateurs. Donc on a ce schéma qui peut être utilisé. Ouais. Et pour la deuxième question, ce que je disais en intro, c'est pas que si t'as pas, t'y arriveras pas, c'est que dès que tu le mets, t'as un up. Tu peux réussir sans, mais là, dans ce cas-là, en fait, c'est qu'il y a sûrement d'autres critères qui vont faire que le site arrive à se référencer. Soit c'est des marques qui sont hyper connues, des marques qui ont déjà une notoriété qui fait qu'ils n'ont pas besoin d'avis. Ou alors, ils se positionnent sur des mots-clés très spécifiques, il y a moins de concurrence, donc les avis, c'est pas un gros critère. Tout dépend tout le temps du mot-clé. On en revient tout le temps à la même chose. L'intention, c'est quoi? Le niveau de concurrence, il est comment? Le volume, il est comment? C'est toujours un plus d'avoir des avis. Et si on n'en a pas, en fait, on compense avec d'autres choses. Et c'est vrai sur tous les sujets du SEO. Le SEO, c'est pas noir ou blanc. On dit, même si je sais pas si c'est très vrai, mais que Google utilise 200 critères, on peut pas être bon partout. En fait, tu vas compenser. Si t'as aucune popularité, tu vas compenser avec le contenu. Si t'as très peu de contenu parce que t'as pas le temps, et tu fais une campagne RP pour récupérer des liens et ça va t'aider. Et tu parlais de clients qui vendent des fringues très chères, etc. Moi, j'ai un client en ce moment qui vend du caviar en ligne. C'est des clients qui sont basés en Suisse, les plus grandes fortunes d'Europe, et je pense que les avis sur le site importent peu pour eux, parce que de toute façon, ils achètent déjà leur caviar en boutique et ils viennent acheter le produit tout simplement parce qu'ils le connaissent déjà, donc finalement, voilà, ils ont déjà confiance en le produit et l'avis pour eux va pas être très important pour le coup. Et pour appuyer sur ce que tu dis, j'ai benchmarké aussi un petit peu parce qu'on regardait justement pour l'industrie du luxe si les autres marques mettaient les avis sur leur site. Et je m'attendais à Chanel, une page ultra épurée, pas d'avis. Et bien sur le site de Chanel, il y a des avis produits. Le bleu de Chanel, ça, Ok, c'est marrant. avis produits. Donc Okay. non, en effet, c'est présent un peu partout. Et, Bon entendeur. oui, bon entendeur, exactement. Ok, c'est bon pour les avis. Et bien du coup, on va rebondir sur ce que tu disais juste avant, rentrer un petit peu dans les lignes obscures du code pour ce sixième et dernier point des indispensables, les microdonnées. Donc tu as parlé justement d'aggregate rating juste avant. Ouais. Est-ce que tu peux nous donner une définition déjà plus globale de ce qu'est la microdonnée et toutes les grandes familles et grands types de microdonnées qui peuvent exister en e-com? Alors, Tous, tu les fais tous. on va pas rentrer dans les On rate détails pas un seul. de toutes les microdonnées. Alors, Ce qui est bien, c'est qu'avant le podcast, on a dit il faut que ça dure maximum 5 Rapide, minutes. rapide. Et toi, tu commences par une question qui dit est-ce que tu peux nous décrire toutes les catégories? Très vite. ouais, très rapidement, les microdonnées, ce sont des schémas issus d'une bibliothèque mondiale qui a été créée par
l'ensemble des moteurs de recherche et des navigateurs pour permettre de baliser des éléments connus de tous, des entités. Si je vous dis 06 40 87 51, c'est pas mon numéro, mais ça représente quand même un numéro de téléphone. Et pour Google, c'est une suite de chiffres. Et donc, on a la possibilité de dire que cet élément-là, c'est un numéro de téléphone via une balise en JSON-LD qui est une sorte de JavaScript. Et donc, on va pouvoir comme ça baliser tous les éléments d'une page. Et quand je dis bien tous les éléments d'une page, c'est que techniquement, on pourrait s'amuser à vraiment tout baliser. Les plus communs, on a évidemment les balises product, qui nous permettent de dire que c'est un produit de telle marque avec tel prix et qu'on a tel avis pour tel produit. Donc sur une fiche produit, c'est un indispensable et ça nous permet de faire ressortir ce qu'on appelle des rich snippets, donc des résultats visibles directement dans le moteur de recherche avec un prix, une tranche de prix, une note par rapport au produit. Notion du stock. Notion de stock ou en stock ou pas en stock. Donc c'est des éléments qui peuvent être hyper impactants directement dans la SERP de Google, dans les résultats du moteur de recherche. Et donc on peut avoir ça pour des produits, pour des listes de catalogues, pour une organisation en tant que telle, où on peut rajouter le numéro de SIRET, le numéro de TVA pour une entreprise, ses réseaux sociaux, et on peut avoir ça pour des événements. J'en oublie certainement. Des assurances, des vétérinaires. À l'époque, Volkswagen avait même créé les siennes. Alors, ça ne sert pas à grand-chose, mais ils avaient créé leur propre balise. Tu peux en créer si tu veux. Des recettes, des carousels de recettes. Ouais. Les événements à l'époque ressortaient bien, aujourd'hui c'est plus le cas. Donc il y a tout un tas d'éléments qui vont servir à améliorer, je pense, la compréhension de la page par Google pour se référencer sur son moteur de recherche. Pourquoi ? Et on le voit, je coupe juste, et on le voit justement avec le Google Merchant Center. On a eu un cas client il y a pas si longtemps que ça justement, où en fait on se rend compte que si jamais on envoie son flux produit là-dessus et que les microdonnées sont mal documentées, on a soit des petits points d'exclamation jaunes, soit des petits trucs rouges qui peuvent sortir pour dire attention, on a besoin d'identifier ces informations. Est-ce que il y a une compréhension quand même des moteurs de Google sur quelle information est à tel endroit. Est-ce que c'est vraiment obligatoire maintenant sur une page produit d'intégrer toutes ces microdonnées ? Je pense que c'est pas obligatoire dans le sens où Google est quand même pas trop débile. Il sait reconnaître un prix, il sait reconnaître des avis, etc. Mais je pense que c'est un petit plus. Et vu qu'on est aujourd'hui face à des mastodontes sur Internet, je pense que tous les petits plus qu'on peut faire de notre côté, ce sera que du mieux pour mieux se référencer. Donc, en tout cas, moi, je le recommande à tous mes clients de le mettre et on essaye d'aller le plus loin possible sur ces éléments-là parce qu'on sait qu'on fera peut-être pas la différence sur la popularité ou sur d'autres aspects. Pour te donner un exemple, on a une formation gratuite qu'on vend sur formaceo.fr. Je fais un peu de promo. Une formation gratuite que tu vends ? Oui, c'est vrai que je propose. Qui est à 0 € et pour donner une notion de valeur, on a mis 49 € barré. Mais en fait, du texte barré pour Google, ça veut rien dire. Lui, il voit 49 €. Donc en fait, quand tu tapes formation SEO gratuite, le résultat qui s'affiche, c'est marqué 49 € parce que c'est dans la microdonnée. Donc des fois, ça peut prendre aussi le pas. Et en effet, dans le Merchant Center, c'est un peu casse-pied. Ça remonte aussi maintenant en naturel. Donc on a les infos dans la Search Console. C'est pas des choses très complexes à corriger. Et surtout, une fois que c'est fait, c'est fait. Donc vaut mieux s'y mettre très rapidement. Et après, tu te prends plus trop la tête avec ça. Et je corrige juste, le prix de 49 € n'est pas dans la microdonnée. Donc ça montre bien que Google lit des éléments et comprend des éléments. Donc pour lui, 49 €, c'était le prix et il a mis le prix 49 €. Et pour faire le pont du coup là-dessus avec l'intégration sur Shopify, on peut jouer justement avec les notions de templates. En fait, un produit, on peut créer un seul template et créer justement ces microdonnées. On vient appeler dynamiquement le product.title ou product price si on parle avec les balises de Shopify. Super Shopify. Ah, c'est trop bien Shopify. Laura, est-ce que tu veux dire le mot de la fin ? C'était super. Et ben voilà, merci beaucoup. Bonne fin de journée. À bientôt. Ciao. Salut.